Bonjour monsieur, donc deuxième partie de notre entretien consacré à votre ouvrage publié chez Perrin, Les maréchaux de l'Empire, les paladins de Napoléon. Donc pour entrer là aussi dans le vif du sujet, vous dites dans votre ouvrage que durant les combats, les maréchaux avaient peur comme n'importe quel soldat, mais ils parvenaient très souvent à surmonter leur peur. Vous dites aussi qu'ils connaissaient la puissance symbolique de leur personne. Pourriez-vous revenir sur cette notion de puissance symbolique? Oui, tout à fait. Enfin, pendant très longtemps, on a un peu imaginé finalement les guerres anciennes sans émotion. Évidemment, la peur est présente sur le théâtre du champ de bataille, et les maréchaux n'échappent pas à cette règle qui relève des sentiments humains tout simplement. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le déroulement, finalement, les mécanismes de la bataille du 19e siècle. La victoire, elle repose en gros sur la rupture de la ligne adverse. Et parfois, on se trompe, je dirais, quand on pense aux batailles décisives, qui incarnent l'art napoléonien de la guerre. Il ne s'agit pas de détruire, en fait, l'armée d'en face. Ce n'est pas une question de tuer l'ennemi à tout prix. Il s'agit de désorganiser l'ennemi durablement pour qu'il ne puisse pas reprendre la campagne. Pourquoi je dis ça? Parce que ça veut dire, en fait, que ce qui fait l'essence de la bataille, c'est la bonne discipline dans les mouvements collectifs. Cette discipline sur les mouvements collectifs, elle fait que la ligne, elle va rompre ou pas rompre, qu'il va y avoir une brèche et qu'il va falloir apporter de nouveaux carrés, ou au contraire qu'on va chercher à la rompre avec des charges de cavalerie, etc. Alors, pour qu'il y ait cette bonne coordination, il y a l'entraînement, il y a le drill, il y a le fait que les soldats doivent avoir le bon réflexe, mais il y a, je vais dire, les effets de groupe qui sont extrêmement importants. On a des effets de panique sur les champs de bataille de la période napoléonienne qui ont évidemment des effets désastreux. Et comme tout repose sur les ordres qui sont donnés par la hiérarchie, l'exemple qui vient d'en haut est extrêmement important. Et dans les moments difficiles des batailles, le poids du chef est crucial. Et le fait d'avoir des maréchaux, et on évoquait dans la première partie finalement le fait qu'ils soient des entraîneurs d'hommes, ça renvoie à cette dimension-là. Leur attitude personnelle va potentiellement galvaniser les hommes qui sont sous leurs ordres. Or, quand on parle d'un maréchal, ce sont plusieurs milliers d'hommes qui sont sous leurs ordres. Et donc, l'effet de groupe, il est extrêmement important, il est démultiplicateur. Et quand on a, quel exemple je peux prendre, j'allais dire, on a un petit peu l'embarras du choix. Quand on a un Murat qui vient faire le bravache sous les yeux des Cosaques à Borodino, qui se montre sous le feu à tel point qu'un général le rappelle à l'ordre en lui disant qu'il risque la mort, et ben ça oblige les hommes qui sont sous leurs ordres à se dire, si le chef il maîtrise sa peur, moi aussi je peux la maîtriser, et quand le chef part bravache dans une charge de cavalerie, et ben il va entraîner évidemment les hommes. Et c'est là où il y a une puissance qui dépasse très très largement l'individu, parce que voilà, il a cet effet démultiplicateur. Et c'est ça que je voulais signifier à travers cette idée d'une puissance symbolique. Alors, vous évoquez aussi avec les maréchaux la résurgence de la chevalerie et de cette volonté de pratiquer le duel pour régler leurs conflits. Alors ma question, se battre en duel pour vider une querelle provoquée par un mot, une attitude, une question de préséance, n'est-ce pas désuet et dérisoire alors que la France se défendait aux quatre coins de l'Europe face aux nombreuses armées coalisées? Oui, bien sûr. Et oui, alors d'autant plus si on se place avec notre regard du 21e siècle, c'est difficile pour nous de comprendre finalement l'esprit qui était celui de la période,
voilà, qui est très très loin des temps contemporains, pas en temps, mais en termes d'évolution des mœurs. En réalité, la période napoléonienne, elle est très proche de l'Ancien Régime et de tous les codes qui vont avec. Bien entendu, la noblesse a disparu. Le 4 août 1789, voilà, officiellement, il n'y a plus de noblesse. Mais cette noblesse, elle était porteuse, en dehors de l'ordre social, des codes de la guerre. D'accord ? Ce sont les bellatores, c'est la chevalerie telle qu'elle est apparue au Moyen-Âge. Et ces codes répondent à des logiques qui régissent le monde des militaires, sur le champ de bataille, bien entendu, mais y compris en dehors du champ de bataille. Et si la noblesse disparaît, la guerre ne disparaissant pas, les officiers supérieurs, généraux et a fortiori les maréchaux, se sentent finalement les dépositaires de ces codes. Ceux qui vont transmettre, comme les générations précédentes l'avaient fait, les codes de l'honneur militaire. Respect pour les vaincus, toute une série d'éléments symboliques, à la fois par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à l'adversaire. Tous les points positifs que comportent ces codes de l'honneur, mais aussi des points négatifs. J'allais dire, ils recueillent l'héritage dans son entier, ils ne prennent pas que la bonne partie de l'héritage. Et dans les points négatifs de l'héritage des codes chevaleresques, il y a cette fameuse question de l'honneur, cette fameuse question du duel, mais qui renvoie justement à la question de l'honneur, à la réputation personnelle des uns et des autres. Et là encore, on évoquait tout à l'heure la concurrence pour être le meilleur cavalier, pour être celui qui a le plus de blessures reçues au combat, pour faire référence à Oudinot. Donc, ils sont dans cette logique. Et donc, la question de leur réputation personnelle, y compris vis-à-vis de leurs hommes dont on parlait avant, quand ils vont entraîner les hommes au combat, plus leur prestige personnel est important, plus ils vont avoir cet effet démultiplicateur que j'évoquais précédemment. Et donc, ils sont très chatouilleux, du coup, sur cette question de l'honneur, à tel point que quand il y a provocation, on retrouve les mécanismes qui étaient ceux de la noblesse, on passe au duel. Et à ce moment-là, ce n'est pas du tout désuet, en fait. Ça appartient à cet ensemble qui régit le monde des militaires. Et si on y réfléchit, en fait, ça va durer encore assez longtemps, puisque encore à la fin du 19e, on voit un Déroulède qui provoque Clémenceau en duel. Donc, voilà, il va encore se passer quasiment 100 ans avant que le duel paraisse réellement désuet. Et puis, ça renvoie mais je vais le dire de façon très brève, ça renvoie à une autre dimension qu'on a oubliée aujourd'hui, c'est que le prix qu'on attache à la mort dans une période la nôtre, je laisse le Covid de côté, où elle est très présente dans notre quotidien, et pas du tout celle du début du 19e. Donc la mort était plus présente, l'honneur était beaucoup plus important, et quand on mêle les deux, le fait de risquer sa mort, entre guillemets, pour un duel, c'était beaucoup plus compréhensible que ça peut l'être pour nous aujourd'hui. Oui, il y avait une certaine logique. Oui, voilà, ça appartient à une logique qui dépasse la simple question du duel, en fait. Vous parlez des maréchaux comme des légats d'Auguste propriétaires, car ils furent, selon vous, des agents administrateurs de l'ordre napoléonien. Pourriez-vous revenir sur cette notion et donner un ou deux exemples précis ? Oui, l'idée du légat propriétaire, c'est vraiment celle de la gestion de territoires qui sont devenus immenses, qui, malgré la très forte centralisation, évidemment, du système napoléonien, fait que, évidemment, à l'échelle de province, il faut des administrateurs. Comme on est dans une logique de conquête, vous avez toujours un temps, finalement, quel que soit finalement le statut définitif du territoire en question, où il y a une administration provisoire
qui est faite par l'armée, puisque c'est elle qui s'est emparée du territoire en question. Donc, il y a cette logique-là. Et puis, il y a une deuxième logique qui est, j'allais dire, celle du Grand Empire. Il y a l'Empire français lui-même, il y a les royaumes vassaux, et puis il y a un certain nombre de territoires plus périphériques qui vont plus particulièrement relever d'administration par des maréchaux. Alors, je pense qu'on peut prendre ces deux catégories, finalement, celle de la conquête, ou peut-être plus intéressant, celle de l'administration d'une province qui n'est pas encore apaisée, qui n'est pas encore pacifiée, où se déploie encore de la petite guerre. Et donc là, on peut penser à Soult en Andalousie ou à Suchet, mais pour moi, le plus bel exemple, parce qu'il est assez précurseur finalement, c'est la gestion de la Calabre par Masséna en 1806, alors, au nom de Joseph, mais ça ne change rien, où finalement, l'administrateur qui est Masséna s'occupe d'affaires foncièrement civiles, le réseau routier, le rapport évidemment à la population, mais il le fait toujours dans une logique qui est celle de la guerre qu'il conduit contre les capidi massés, hein, les rebelles qui s'opposent à lui. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette configuration-là d'administration militaire? On voit un subtil mélange entre une violence qui peut parfois être extrême, le sac de Loria qui est très connu, une petite localité où on passe une partie de la population par les armes pour faire comprendre l'exercice de la force, et puis ça s'allie à toute une série de gestes, de clémence, de transactions, je dirais, avec les élites, pour leur faire comprendre que l'intérêt, finalement, c'est que ça se passe bien avec les Français. Et ces mesures-là sont des mesures de court terme. Et puis, typiquement, quand on fait du développement du réseau routier, ça a d'abord un intérêt militaire, mais ça a un intérêt économique à moyen terme. Et c'est ça que les maréchaux, Masséna en l'occurrence ici, mais ça sera repris par Murat, devenu roi ensuite, font passer comme message aux élites. Et puis, vous avez un deuxième type d'administration, c'est celle des marges de l'Empire. Alors, il y a les provinces illyriennes par Marmont qu'on évoquait tout à l'heure. Si on prend là aussi un cas un peu plus précoce, il y a le cas de Bernadotte qui est intéressant quand il administre le Hanovre en 1804, parce que là, on retrouve un autre élément qui était valable, j'allais dire, sous Auguste, au temps des Romains, comme sous Napoléon, c'est la question du coût de l'occupation. Comment on fait finalement pour se faire accepter par une population, ça resterait presque valable jusqu'à nos jours, avec la tension entre soit on augmente des impôts pour que la troupe ne pèse pas trop sur la population, soit on prend le risque politique finalement qu'elle vive sur le pays, mais ça peut potentiellement créer des situations insurrectionnelles. Et l'une des qualités que montre Bernadotte à ce moment-là, qui est un moment relativement tôt finalement encore dans sa carrière, c'est qu'il trouve le bon ton, et il y a plusieurs maréchaux qui vont développer cette compétence, le bon ton pour s'adresser aux populations, et encore une fois principalement aux élites, les expédients nécessaires pour trouver de l'argent qui n'oblige pas à passer par l'impôt, et puis la capacité politique, on a évoqué ça tout à l'heure, la capacité politique en se retournant vers l'administration française pour faire comprendre qu'on ne peut pas demander trop d'efforts financiers aux populations. Et là, on est, j'allais dire, dans la plénitude de ce qu'est un officier général ou un maréchal, c'est qu'il doit disposer de toutes ces compétences. Et c'est en ce sens qu'ils sont finalement des hauts représentants de l'État, des légats finalement, si on reprend la terminologie romaine.
Dans votre livre, vous rappelez que 18 maréchaux sur 26 furent francs-maçons. Dans l'ensemble, les maréchaux ont-ils vraiment épousé les thèses maçonniques ou y adhèrent-ils par opportunisme? Euh, Là aussi, je vous ferai une réponse très nuancée. Euh, D'abord, alors la maçonnerie charrie toute une série de représentations. Il faut quand même voir qu'on sait peu de choses sur la vie maçonnique des maréchaux. On connaît au mieux leur date d'initiation, euh, les loges qu'ils ont pu fréquenter, mais souvent pas beaucoup plus. Alors, on peut voir certains qui occupent un certain nombre de fonctions maçonniques, et je veux dire que ceux-là sont plus investis, mais pour certains, on a en réalité très peu d'informations. Et donc, du coup, c'est davantage des hypothèses qu'on peut formuler. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, à mon avis, il y a des questions de rapports très différents selon le moment de leur carrière. Ils peuvent tout à fait avoir adhéré par réelle conviction maçonnique au moment de leur initiation. Ils peuvent aussi l'avoir fait parce que c'est quelque chose de fréquent à l'époque, parce que dans le monde militaire, la solidarité maçonnique peut être utile sur le champ de bataille. Donc, ils peuvent le faire entre guillemets par une forme d'opportunisme qui est liée à leur nature, enfin leur fonction professionnelle. Et puis, quand on déroule les parcours, on voit que certains, et je pense à ceux qui vont rester très investis dans la maçonnerie, par exemple un Murat, que petit à petit, ce rapport à la franc-maçonnerie prend une dimension beaucoup plus politique. Il voit l'intérêt de cet espace de sociabilité pour faire le lien d'ailleurs avec la question précédente, pour nouer des contacts avec des élites locales, pour trouver dans ces lieux de sociabilité, mi-français, mi-étranger, quand on est sur un espace d'occupation, typiquement le royaume de Naples pour Murat, des espaces où les Français et les locaux discutent de choses qui ne sont pas des enjeux politiques concrets et qui vont petit à petit les rapprocher les uns des autres, leur faire partager finalement des idées politiques. Et là, on voit que la maçonnerie, elle prend un sens, alors je ne sais pas s'il faut parler d'opportunisme, mais en tout cas de pragmatisme politique, ça c'est sûr. Donc, selon les personnalités, selon les moments de leur carrière, voilà, ils peuvent avoir des rapports très différents à la maçonnerie. Et encore une fois, pour ce qu'on peut arriver à trouver comme information sur la densité, j'allais dire, de leur activité maçonnique. Alors, petite parenthèse historique, intellectuelle, souvent des gens disent que la révolution fut fomentée par la maçonnerie et que l'Empire imposa à l'Europe entière les idées maçonniques et révolutionnaires. Pourtant, dans votre livre, vous rappelez que les loges maçonniques en Europe participèrent également à l'émergence d'un courant anti-napoléonien et anti-français. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette idée? Oui, assez simple en fait. Je crois que, enfin, sauf à tomber finalement dans le complotisme, il ne faut pas imaginer la maçonnerie comme un ensemble monolithique, uniforme, qui, j'allais dire, un petit peu par la magie d'une hiérarchie secrète, où on aurait quelqu'un en haut qui appuie sur un bouton, et puis tout à coup, hop, se met en branle un processus politique qui emmènerait l'ensemble des sociétés européennes là où la maçonnerie veut l'emmener. Je crois que la maçonnerie, c'est comme n'importe quel espace de sociabilité. Il y a des courants, il y a des sensibilités différentes, il y a d'ailleurs des rites différents, y compris à la période révolutionnaire et impériale. Et quand on regarde finalement l'évolution vraiment sous l'Empire, on observe une préoccupation de Napoléon sur le fait justement que certaines sensibilités de la maçonnerie peuvent lui être hostiles. Et donc le Grand Orient, pour faire simple, est vraiment sous le contrôle du pouvoir.
Mais ça n'empêche pas certaines loges de développer finalement des discours politiques qui sont des discours qui restent hostiles à l'Empire. Alors, on pourrait le faire à l'échelle européenne, mais je vais rester simplement à l'échelle française en prenant deux exemples assez connus. Le premier, c'est celle des loges républicaines qui perdurent sous l'Empire et qui vont se traduire par la mise en place de sociétés paramaçonniques qui, elles, cherchent de l'action concrète, qu'on va retrouver notamment avec la Société des Philadelphes, alors sur laquelle on ne sait pas non plus énormément de choses, mais dont on a un certain nombre d'occurrences de l'existence et qu'on retrouve notamment au moment des premiers complots du général Mallet. Et puis, j'allais dire, à l'autre bout du champ politique ou du spectre, pour essayer de montrer justement que la maçonnerie, elle est loin d'être monolithique, ben, on a des loges qui sont restées fidèles finalement à la monarchie. On a au moins deux exemples très, très parlants, je dirais. C'est la loge des Francs régénérés en 1815, qui a, y compris dans la symbolique qu'elle manipule, montre son esprit monarchiste. Et puis l'exemple le plus connu, hein, c'est les fameux chevaliers de la foi créés par Berthier de Sauvigny en 1809 ou 10, je ne sais plus, mais qui surtout rendent possible l'entrée du duc d'Angoulême à Bordeaux en 1814. Et donc là, on a des sociétés maçonniques hein, qui sont monarchistes, alors que si on regarde autour de Mallet et de Philadelphe, on a des loges qui, au contraire, sont très républicaines. Donc, encore une fois, il faut percevoir cette maçonnerie dans toute sa diversité. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire un bond dans le temps. Juste après l'Empire, comment des maréchaux, membres de la Chambre des Pairs, ont-ils pu voter la mort de leur collègue, le maréchal Ney? Et là aussi, c'est un petit peu difficile à comprendre, j'allais dire, en n'étant pas plongé dans le bain de l'époque. Alors, je trouve que c'est un peu la formule consacrée. Il ne s'agit pas d'excuser, mais je pense qu'on peut trouver des éléments d'explication. Le premier, c'est sans doute que pour une partie d'entre eux, il y a un retour à des convictions monarchistes qu'on peut exprimer, qui avaient été mis sous le boisseau, évidemment, dans la période impériale. Je pense à un serrurier qui, à mon avis, correspond plutôt à ce modèle-là. Il y a, je crois, évidemment, la peur de tout perdre, le côté construction qui pourrait s'écrouler du jour au lendemain, la peur de la disgrâce, sachant qu'il y a déjà eu un nombre d'exilés hein, qui ont été décidés par la Restauration. Et cette peur, elle me semble très présente chez Marmont, dont on a déjà évoqué l'avidité. Et puis, je crois qu'il ne faut pas négliger malgré tout un dernier élément, c'est l'habitude de l'obéissance finalement. C'est que quand le politique qui jusque-là a été incarné par Napoléon, donne un ordre, eh bien, on a l'habitude un peu instinctive, un peu intuitive d'exécuter. Et là, celui qui me semble peut-être correspondre à ce mécanisme-là, c'est Victor, qui finalement ensuite va exprimer chaque année, à la date anniversaire de la mort de Ney, une repentance pour le fait d'avoir effectivement voté la mort. Mais peut-être parce que voilà, il a mesuré a posteriori finalement qu'il avait trop facilement plié face aux politiques. Oui, mais par exemple, il y a des maréchaux qui ont démissionné, qui ont refusé de voter la mort de leurs collègues. Il y en a quand même qui ont fait preuve de courage on parlait tout à l'heure de la chevalerie, ils ont fait quand même, il y en a eu certains qui ont eu un vrai sens de l'honneur à cette occasion. Oui, tout à fait. Et c'est bien pour ça que je disais que ça peut expliquer leur comportement. Ça ne l'excuse pas, effectivement. Et à contrario, on voit d'autres figures, effectivement, prendre ouvertement position, soit par la démission, soit en venant au procès, typiquement Davout. Et là, on voit bien que pour ces maréchaux-là, il y a une forme de courage et de lucidité plus grande que pour les trois que j'ai évoqués.
On en a un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce point-là, si ça ne vous dérange pas. Il y a quelque chose moi, qui me frappe, et l'idée n'est pas de donner des mauvais ou des bons points, mais c'est au sujet de la rigueur doctrinale et politique. Beaucoup ont commencé leur carrière dans les armées de la Révolution et de la République, ont prêté serment à Napoléon. Alors on l'a déjà dit, hein, un révolutionnaire comme Bernadotte est devenu roi de Suède, un autre est devenu roi de Naples. Et ensuite, à la chute de l'Empire, certains ont fait allégeance à Louis XVIII, à Charles X. Par la suite, certains même feront allégeance à Louis-Philippe, alors que d'autres resteront fidèles à ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle la monarchie légitime. Vous avez employé le terme de girouette. En fait, tout au long de cette épopée napoléonienne et post-napoléonienne, on s'aperçoit que les exemples de retournement de veste sont quand même nombreux. Donc, ma question est la suivante. L'argent, les prébendes, les pensions, etc., ne furent-ils pas en définitive plus forts que les convictions politiques de ces maréchaux, dont, je le rappelle encore une fois, l'écrasante majorité devait leur gloire et leur richesse aux guerres de la Révolution et de l'Empire? Oui, enfin, oui, bien sûr. Mais là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter, et j'allais dire avec différentes entrées, disons. La première, y compris d'ailleurs si on regarde les temps actuels, euh, l'ardeur politique qu'on peut manifester dans sa jeunesse euh, peut, au cours des années, être modéré, être repositionné dans le champ politique à la faveur de l'expérience. Et dans la période, j'allais dire, très troublée, très bouleversée, que certains se soient, j'allais dire, modérés dans leur positionnement politique, parce que très souvent, c'est le cas finalement, ils convergent vers une forme de, alors qu'un collègue historien a parlé d'hypercentre, ils convergent vers une forme de centralité sur le champ politique, qui est une forme de monarchisme libéral pour une grande partie d'entre eux, pour faire très, très simple. Donc ça, je pense que c'est un premier élément d'explication. Et puis, il y a un deuxième élément d'explication, c'est l'âge. Là encore, ils ont petit à petit acquis, je pense, la conviction finalement du service de l'État. Et finalement, les maréchaux ressemblent presque à petite échelle finalement à un Talleyrand qui a lui aussi traversé toute la période, euh, avec finalement l'idée que les temps sont tellement troublés que, bien entendu, c'est la Révolution ou l'Empire qui a pu faire leur carrière, mais que ce qui compte d'abord, et cette formule va prendre beaucoup de sens au 19e pour les militaires, c'est le service, c'est le bien commun de la nation. Euh, et finalement, on peut voir dans cette période le début de ce que deviendra, entre guillemets, la Grande Muette, c'est-à-dire une armée qui devient apolitique. D'ailleurs, on peut aussi manifester, enfin, ou du moins se rendre compte de l'échec de Napoléon au sujet de cette fameuse fusion des élites lors de ces deux abdications. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun maréchal, ou du moins pas très clairement, qui aura pris position pour Napoléon II. C'est-à-dire que tout au long de l'Empire, on a l'impression que, alors nous on a le recul des années, mais la question en fait sous-jacente à ces deux abdications, c'est est-ce que les maréchaux ont vraiment cru que le système napoléonien pourrait être pérenne, se pérenniser, ou au contraire, c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils ont évolué au gré des événements en étant constamment adaptables. En fait, la question est la suivante, c'est que pourquoi aucun maréchal ne fait pas preuve de fidélité à l'empereur au moment justement où Napoléon a mis en place, il a essayé de mettre en place une monarchie, et cette succession dynastique, par deux fois, elle échoue. Oui, alors, j'allais dire la première fois, elle échoue sous la contrainte d'événements extérieurs. Je pense que on ne peut pas complètement dire, à mon avis, que les maréchaux n'imaginaient pas une forme de continuité possible à travers Napoléon II.
mais sans en faire forcément une doxa supérieure aux autres. Je crois que ce qui résume finalement assez bien la période 1814-1815, c'est malgré tout une forme de consensus sur l'idée que Napoléon a été excessif. Il a en permanence refusé finalement des projets de paix européens à partir de 1813 qui auraient pu installer le régime. Puis en 1814 et a fortiori encore plus en 1815, je pense que c'est effectivement les intérêts de l'État qui prévalent sur la question dynastique. Et d'ailleurs, quand on regarde leur attitude, y compris ceux qui sont opposés à la Restauration dans les périodes qui suivent, on voit que c'est à nouveau ce qui les guide. Certains revenant d'ailleurs vers des options proches du bonapartisme, mais malgré tout, avec l'idée que ça doit être l'intérêt de la France qui guide leur action. Et 1814-1815, c'est vraiment un moment révélateur, je trouve, pour ça. Très bien. Alors, dernière question, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Donc, vous avez travaillé sur tous ces maréchaux, 26. Quels sont pour vous les 3 maréchaux qui furent le plus dignes de cette fonction et surtout, pour quelles raisons? Alors, d'ailleurs, c'est une question difficile parce que on avait évoqué la question des talents militaires. Ce qui les rend dignes de cette fonction, on peut l'avoir sous plein d'angles différents. Alors, je vous dirais que si on restait proche de critères un peu attendus, Berthier ferait forcément partie d'une trilogie parce que voilà, il a un rôle pivot dans la conduite de la guerre par Napoléon. Je dirais qu'on pourrait réévaluer quelqu'un comme Suchet, mais j'ai malgré tout un peu envie de transformer votre question dans ceux qui sont le plus dignes. Je mettrai aussi Davout, mais je vais transformer ma réponse en disant que finalement, je vais surtout répondre à ce que seraient mes 3 maréchaux de cœur, en tout cas deux d'entre eux. Davout appartient à ceux-là. Curieusement, il est relativement mal aimé. Il a un caractère renfermé, il n'est pas très charismatique, il est myope, enfin bon, il a un certain nombre de handicaps qui font qu'il n'apparaît pas comme une des grandes figures de la période. Et en même temps, à mon avis, il est digne de cette fonction parce qu'il fait partie de ceux qui ont un vrai talent militaire, pour le coup. Auerstedt en est la preuve, mais aussi le talent de Paul Yorset, j'allais dire, dans la défense de Hambourg. Il est un homme de devoir, on parlait de 1814-1815. Il ne croit pas plus que les autres, finalement, au maintien de l'Empire en 1814. Et malgré le fait qu'il ne croit pas au maintien de l'Empire, il va combattre pour la défense de Paris le plus dignement qu'il peut. Donc voilà, c'est un homme, moi je trouve, qui est très attachant pour ça, c'est qu'il a les capacités et il incarne voilà, cette fameuse conduite au service de l'État. Et puis il fait aussi partie de mes maréchaux de cœur, parce que dans mes travaux, c'est le premier que j'ai rencontré en fait dès ma maîtrise, à propos, et ça rejoint là aussi la question précédente, à propos d'un complot bonapartiste sous la première Restauration, qu'on appelle le complot du Nord. Et les comploteurs s'adressent notamment à Davout, qui est plutôt à l'écoute de ces hommes qui souhaitent faire revenir Napoléon. Et puis, dans mes maréchaux de cœur, mais lui, de mon point de vue, il est digne d'être retenu parmi les grands maréchaux, pas du tout pour ses qualités militaires, c'est Murat. Pour moi, Murat, il incarne en fait ce que sont les maréchaux d'Empire. C'est-à-dire qu'il est excessif. Il est excessif quand il fonce en entraîneur d'hommes, en prenant des risques très grands, alors, qui peuvent être payants, mais qui sont parfois des erreurs tactiques assez grossières. Il est excessif dans ses rapports à Napoléon. On a parlé juste avant des choix politiques, des trahisons, etc. Il trahit finalement en quelque sorte Napoléon pour
pour se maintenir sur le trône de Naples. Mais quand on lit les lettres qu'il adresse à ce moment-là à Napoléon, il exprime malgré tout son très grand attachement à l'empereur. Et puis, au moment de l'île d'Elbe, il reprend contact avec lui. Et puis, j'allais dire, Murat, c'est la mémoire des maréchaux. Il est digne pour moi d'appartenir aux maréchaux qu'on retient parce qu'il participe de la dramaturgie de cette période, y compris en allant au bout, j'allais dire, de ce qui peut être ses convictions. C'est un des rares, finalement, qui essaye d'exprimer des convictions. Une des dernières convictions qu'il a, c'est la construction du royaume d'Italie, alors évidemment à son profit personnel, et ça le conduit à la mort. Et puis, dans le même ordre d'idées, mais pour des raisons différentes, un de ceux que moi je trouve digne d'être tenu dans cette galerie, c'est Lannes, bien entendu, parce que lui, il incarne cette formidable ascension sociale de la période. C'est sans doute celui qui est issu du milieu le plus défavorisé. Il incarne aussi, pour moi, un aspect qu'on évoque souvent trop peu pour les maréchaux, c'est-à-dire la difficulté de nouer malgré tout cette vie professionnelle de militaire avec une vie privée. Le couple Lannes est très uni. Et puis Lannes, c'est évidemment l'incarnation voulue par Napoléon du maréchal mort dans ses fonctions, du héros militaire dans toute sa splendeur. Mais en même temps, c'est un homme qui a, contrairement à la plupart des autres maréchaux et de Napoléon, qui a une vraie sensibilité par rapport à la mort au combat. C'est un de ceux qui exprime, un des rares, à exprimer clairement des interrogations finalement sur le taux de mortalité au combat, tout en restant un homme très courageux et qui lui-même prend tous les risques pour sa propre personne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était passionnant. Donc, les maréchaux de Napoléon, les maréchaux d'Empire, pardon, les paladins de Napoléon aux éditions Perrin. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour finir cet entretien? Non, écoutez, rien d'autre. Je vous remercie. Et puis, peut-être le seul mot, s'il fallait rajouter quelque chose, encore une fois, c'est que je pense que les maréchaux, avec leur diversité, avec leurs excès qu'on vient d'évoquer à l'instant, comme avec leur bravoure, incarnent l'extraordinaire de cette période. On souligne souvent on centre souvent sous Napoléon. C'est la période qui est tout à fait fascinante. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous.